Bon, j'en viens maintenant directement à cet ouvrage de Fabrice Bourlès sur les pulsions vadeviniennes, qui me semble poser donc directement la question, je vous l'ai dit, de la clinique queer que vous évoquez d'ailleurs dans cette occasion. On verra comment vous allez reprendre la question maintenant. Alors, disons très rapidement, peut-être une mauvaise lecture pour situer très rapidement un peu le travail. J'ai l'idée que vous avez l'idée selon laquelle, au fond, d'une certaine manière, il y aurait une hétéronormativité qui serait, comment dire, qui serait à la fois reprise et d'une certaine manière naturalisée, au fond, pour une part, par le développement en particulier de quelque chose qui me tient à cœur, puisque c'est la question structuraliste, du structuralisme et de cette question de l'ordre symbolique, qui est souvent mal comprise, si ce n'est écrasée la plupart du temps sur l'idée que les gens qui travaillent sur l'ordre symbolique auraient comme passion une reconduction de l'ordre, une reconduction de cet ordre. Alors c'est une vision effectivement qui existe de l'ordre symbolique, une question très courte vue, qui était ni celle de Lacan, bien sûr, et ni celle même de Lévi-Strauss. Les structures sont faites, évidemment, le structuralisme ne vise pas seulement à ce que les choses restent dans l'immobilité, et je l'ai déjà dit, c'est un point de vue qui me fait passer, mais on est bien obligé d'apercevoir que les choses varient, et que le structuralisme, c'est la manière dont les structures passent d'un état à l'autre, etc. Donc, voilà, alors, il y a cette question qui me paraît centrale parce que, tel que je l'ai lu dans votre texte, au fond, elle apparaît donc complétée de sa, je n'ose même pas appeler une contestation, ce qui sera un peu ridicule, un peu plat, mais une sorte d'alternative, au fond, qui serait je ne sais pas trop quoi d'ailleurs, il faut bien dire, mais quelque chose qui se réfère à l'idée du mot d'ordre central que j'ai appris à cette occasion dans la clinique queer, ou queer, nous sommes partout. Alors, nous sommes partout, évidemment, ça fait froid dans le dos. Tout de suite, on a l'idée d'un titre extrêmement préoccupant. Donc, bon, mais c'est plutôt, au fond, voilà, l'idée, si j'ai bien compris, de parier plutôt sur ce qu'on appelle maintenant la pluralité des cliniques du patou, contre l'idée d'un mâle autoritaire qui a bien du plomb dans l'aile, le pauvre, et qui, mais enfin, qui continue sa domination tranquillement comme il peut. Voilà, alors c'est un peu, voilà, très rapidement situer les choses de manière naïve, brutale, pour faire apparaître les oppositions telles que je l'ai vues. Et avec la fin du livre, évidemment, reprenant cette idée millérienne que Lacan aurait inventé une pluralité des noms du père, ou que le social même aurait généré dans la postmodernité une pluralité des noms du père, qui correspondrait donc à un montage théorique de Lacan qui serait particulièrement bienvenu pour expliquer ce qu'il en est de la postmodernité. J'ai déjà fait le cours, je ne le reprends pas maintenant, mais le cas échéant, on pourra reprendre ce point dans l'échange, si vous le voulez bien, avec l'idée aussi de rallonge selon laquelle, évidemment, il y aurait un au-delà de l'Oedipe, naturellement. Et on se retrouve avec la question oedipienne de départ. Voilà, donc je vous laisse la parole tout de suite pour vous entendre sur cette clinique queer. Merci beaucoup pour la lecture de cette lecture très personnelle de mon livre, dont je ne pensais pas qu'on allait parler ce soir, même si bien sûr je vais reprendre certains points. Juste ce que vous n'avez pas dit, c'est que Pulsion pasolinienne, le livre, mais ça j'en avais parlé quand on s'était peut-être rencontrés en janvier, porte sur Pasolini. Ah oui, c'est sur la figure de Pasolini, dont je ne parlerai pas du tout aujourd'hui. Voilà. On va un peu le mettre de côté.
Alors, comme le temps est plus court que prévu, je pensais, je sais pas pourquoi cette intervention, j'avais pensé comme un truc fleuve, comme ça, où j'aurais plein de temps, mais oui, je sais pas pourquoi. Donc, je vais devoir couper, improviser un petit peu, c'est très bien. Voilà. D'ailleurs, juste, je vais reprendre ici des choses que j'ai écrites ailleurs, dans un autre livre qui s'appelle Subversion lacanienne des théories du genre. D'accord. Et en fait, si je reprends des choses que j'ai écrites là-dedans, comme je n'aurai pas le temps de tout dire, vous pourrez peut-être en lire un peu plus, ce sera peut-être un peu plus clair dans cet article-là. Mais j'ai décidé de reprendre un petit peu les éléments que j'avais développés dans ce texte, parce que ceux qui m'ont fait l'amitié de lire cet article, dans ce collectif, m'ont dit « Ah là là, ce que tu écris, c'est engagé, ah là là, c'est courageux, ah là là, c'est politique. » Alors, j'étais très étonné de ces réactions qui sont plutôt élogieuses, mais en même temps, je me disais « Mais pourquoi tout le monde me dit ça ?» Parce qu'au fond, qu'est-ce que je disais dans ce texte de si étonnant, c'est que dès les premières lignes, je disais que j'étais homosexuel, que je suis homosexuel, et que je signais ce texte en tant qu'analyste. Et qu'il y avait un peu cette performance de sortir du placard dès la première ligne du livre, et l'effet que ça a rencontré, c'est que ce fait de se déclarer comme ça, homosexuel en tant qu'analyste, ça aurait des vertus subversives. Donc, je me suis dit que j'allais remettre le couvert ce soir et remettre en scène cette performance. Je me souvenais de Julie Butler qui, dans un colloque où j'avais participé il y a 2 ans, expliquait que la performance n'a pas besoin de théâtre. C'est la différence entre le théâtre et la performance, il n'y a pas besoin de scène pour la performance. Elle peut s'opérer n'importe où, dans la ville, dans la rue, et je pense qu'en disant ça, elle se référait surtout aux performances qui ont eu lieu au moment de la crise du sida aux États-Unis dans les années 90. Donc elle se référait surtout au die-in et au kiss-in, donc les gens s'embrassaient dans la rue ou se mettaient par terre dans la rue pour défier les autorités municipales simplement par ces gestes très évidents, de s'embrasser ou de se mettre juste par terre et de faire semblant qu'on est mort. Donc voilà, la question que je voudrais, dans l'après-coup de l'écriture de ce petit article, poser ce soir, c'est quelles sont les incidences d'une sortie du placard pour un psychanalyste? Est-ce que ça change quelque chose de le dire, de faire son coming out? Selon la logique performative même que je mets en place à l'instant, qu'est-ce que ça change d'un point de vue... Est-ce que ça change quelque chose d'un point de vue épistémologique, d'un point de vue clinique, d'un point de vue politique? Du coup, je me disais que ce titre queer clinique, en fait, il pouvait bien sûr s'entendre au premier sens de queer, donc bizarre, étrange, une clinique étonnante, un peu qui sort des cadres, et en même temps clinique du PV, clinique de la tapette, puisque vous savez bien que queer, c'est une insulte en anglais, qui est devenue un étendard grâce au ralliement militant de l'association Queer Nation aux États-Unis de 1990. Donc, et vous venez de le souligner, j'y reviendrai, le moteur de Queer Nation, c'est un peu de dire, vous nous traitez de pervers, vous nous traitez de pédés, vous nous traitez de bizarres, tout ça c'est le terme queer, c'est ce que ça veut dire, de tapettes, d'anormaux, eh bien sachez que nous sommes comme ça et que ça risque de durer longtemps et de ne pas changer. Mais queer clinique, donc cette clinique du PD, ça a tout de suite, évidemment, une connotation relative quand on dit comme ça en français, mais on pourrait aussi entendre l'équivoque signifiante de queer clinique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le psychanalyste se revendique de lecture queer, queer par psychanalyse, qu'entendre par psychanalyse. Donc c'est vraiment le jeu de mots que j'aimerais essayer de développer un petit peu avec vous. Est-ce que ça a un intérêt pour les analystes freudiens, lacaniens, orthodoxes? Votre présentation laissait sous-entendre peut-être pas tellement en fait, mais moi c'est une question qui me tient à cœur. Pour les psychanalystes straight, au fond, qui avancent à la rigueur du signifiant et de la boussole phallique à la main, est-ce que ça a un intérêt d'entendre un petit peu les échos de
ces textes de théoriciens queer. Donc, en lisant mon intervention beaucoup trop longue, je me suis aussi aperçu que en fait, je parlais très peu de psychanalyse et que j'allais plutôt faire une sorte de généalogie de ces mouvements pour peut-être clarifier certaines choses. Et je pense que j'en resterai juste à la généalogie des mouvements et que je ne rentrerai pas, comme prévu, dans le détail d'un livre qui me semble tout à fait déterminant si on veut penser cette performance de la sortie du placard, qui est le texte d'Ève Kosowski-Sedgwick, Épistémologie du placard. Donc, ça, on en discutera peut-être plus de ce qu'elle raconte un deuxième. Alors, pour se mettre directement dans l'ambiance, rentrer dans le jeu de cette queer clinique, j'aurais voulu commencer par deux citations. Et avant d'établir cette généalogie de la pensée queer, deux citations qui sont issues de deux textes très différents et qui appartiennent aux deux horizons qui, moi, m'animent dans mon travail de théoricien, mais aussi, je pense, quand je suis en situation analytique, à savoir le champ le champ de la psychanalyse d'abord, bien sûr, et puis le champ des théories queer. Première citation, elle vient d'un livre que j'ai trouvé moi, très beau, qui est celui de Sabine Procoris, paru l'an dernier au PUF, L'insaisissable histoire de la psychanalyse, et l'autre citation avec laquelle je voudrais commencer, elle est issue d'un texte de Paul Béatrice Preciado qui s'appelle Testo Junkie. Donc l'un comme l'autre vont thématiser des idées qui me semblent utiles pour mettre en mouvement notre réflexion de ce soir. Bien. Donc, Procoris ouvre son petit livre sur l'insaisissable histoire de la psychanalyse. C'est un livre qui, en fait, répond à un autre livre que Sabine Procoris avait écrit au moment du Pax, qui s'appelle Le sexe prescrit. Et elle, 10 ans plus tard, 10 ans après le Pax, elle recommence un peu le constat de la place de l'homosexualité dans la psychanalyse. Et elle remarque qu'il y a une amélioration dans le champ du travail psychanalytique. Les choses vont mieux, quoi. En particulier autour de la question, ça va un peu mieux. Non, ça va mieux. Ça va un peu mieux autour de la question homosexuelle. Et que, globalement, dans le champ psychanalytique, ça va mieux parce qu'au fond, on ne taxe plus, on ne s'autorise plus aussi souvent à taxer l'homosexuel de pervers. Disons que l'équation qui mettait en équivalence la place du désir homosexuel et le désir pervers ne fonctionne plus tout à fait. Cette équation-là n'est plus aussi immédiate qu'à une certaine époque. Donc elle s'en réjouit. Mais elle ajoute, on est vraiment au tout début du livre, hein, elle ajoute très très vite que c'est quand même beaucoup moins simple à partir du moment où on va poser la question de la filiation aux psychanalystes. Et en particulier, si on va poser les questions de GPA, PMA, elle explique très vite que les psychanalystes vont faire un appel à la prudence et vont plutôt calmer les ardeurs de certaines revendications. Je vous rappelle donc gestation pour autrui et procréation médicalement assistée. Aujourd'hui en France, la situation est très complexe. C'était une promesse du gouvernement Hollande que de donner la possibilité aux lesbiennes de pouvoir avoir la procréation médicalement assistée ici. De la gestation pour autrui, il n'en a jamais été question. Toutes ces promesses sont restées lettres mortes grâce à notre président. Elle dit ceci, je crois que c'était à la page 6. Donc après cet élan d'enthousiasme, Procoris pose une question qui, moi, me semble, qui, moi, me parle tout à fait. Quant à ce qu'il en est dans la pratique des associations psychanalytiques, au-delà de la tolérance et des bonnes intentions, de l'admission de candidats à la formation ou d'analystes membres qui soient homosexuels et puissent le dire, et elle met le dire en italique, transsexuels à supposer que la situation se présente, n'en parlons même pas. Silence prudent. Je trouve que cette manière de souligner ce dire, parce qu'au fond, sortir du placard, c'est ce qu'explique aussi Sedgwick, c'est une performance langagière, c'est un dire, renvoie aussi peut-être à l'assistance que Lacan pouvait avoir
dans l'étourdi, dans les lignes de l'étourdi, sur ces questions du dire. Alors, voilà, moi je dirais que mon travail, enfin, mes performances répétées comme ça, elles visent à interrompre justement cette prudence dans ce silence et essayer d'assumer un peu, après coup, les conséquences de ma parole quant à dire cet homosexuel. Donc, voilà un premier jalon. L'autre citation dont je vous parlais est celle de Paul Béatrice Preciado. Alors, Paul Béatrice Preciado est peut-être un peu moins connu que Procoris. Je rappelle juste que c'est un philosophe, un auteur, lui, radicalement queer, hein, et Testo Junkie est un livre où Preciado fait le récit, voire l'éloge, de ce qu'on pourrait appeler une dissidence de genre, un hacking du propre corps. Donc selon lui, non, le corps n'est pas naturel, et puisqu'il n'est pas naturel, pourquoi ne pas s'en construire un autre? C'est pas tellement la proposition à la Artaud de se faire un corps sans organes, mais ce serait plutôt l'inversion de cette proposition-là, c'est-à-dire des organes sans corps. Quoi. Au fond, elle l'énonce comme ça à un moment donné dans le livre. Pourquoi devoir se soumettre à l'assignation genrée d'homme ou femme? C'est un peu le questionnement qu'elle pose dans cet ouvrage. Et à remarquer que Paul Béatrice Preciado se genre aujourd'hui au masculin. Donc, c'est un homme à tous les effets. Enfin, il se revendique pas. Enfin, elle a hacké son corps, c'est devenu un garçon. Donc, le philosophe fait le récit de son injection de testostérone pendant 9 mois, qu'il prend comme une drogue, et il fait le récit des effets de cette drogue sur son corps, de cette modification hormonale. On peut aussi lire par le menu la description de ces ébats avec la cinéaste et romancière Virginie Despentes, à l'aide de toute une panoplie de prothèses sexuelles. Preciado avait écrit 10 ans auparavant, un peu moins, un petit manifeste très amusant qui s'appelait le manifeste contrasexuel, dont je vous recommande la lecture, et où, à l'époque, elle dressait un éloge du God Michet contre le pénis. Donc, je reprends l'hypothèse de Testo Junkie avant de vous lire ma citation. Dans Testo Junkie, l'idée de base de Preciado, ce serait que nous vivons, les corps contemporains vivent une transformation. Transformation qu'elle énonce comme un passage à une société dite pharmacopornographique. Alors j'essaie d'expliquer avec mes mots ce que ça veut dire. Ce serait une société où le plaisir, la libido, passe d'abord et avant tout par l'image et les écrans, d'une part, c'est pour le pornographique, et le pharmaco par des molécules de synthèse. Donc depuis l'avènement des masses médias, de l'hyperconnexion et de la pilule contraceptive, mais aussi des antidépresseurs, des antipsychotiques et de toutes les drogues de synthèse, soit de toutes les drogues qui ne se vendent plus dans la rue, mais qui se vendent par l'intermédiaire du net lui-même. Je trouve que cette distinction est importante. Hein. Des drogues, il n'y a pas que des drogues de rue, il y a aussi des drogues maintenant virtuelles. Quoi. La manière de vivre les corps, de prendre du plaisir, de se rencontrer et de souffrir, mais aussi de s'aimer, aurait changé. La pharmacopée, les écrans, la molécularisation, l'électrification et la numérisation des systèmes de contrôle constitueraient, selon la manière de Preciado de formuler les choses, c'est très foucaldien, des dispositifs de subjectivation sexo-politique. Autrement dit, pour faire un peu plus simple, aussi bien dans les manières de dessiner et de normer les corps contemporains, aujourd'hui, eh bien, il y a une jouissance qui s'écrit et qui passe d'abord, avant tout, par des écrans, et cette jouissance passe aussi par l'injection de synthétique dans le corps. Bon, c'est pas idiot du tout, c'est comme hypothèse, surtout si on pense effectivement au succès de la pornographie sur Internet. Je renvoie là-dessus au très beau film Shame, que vous avez peut-être vu. Si on pense aussi aux dispositifs de surveillance qui fleurissent à gauche, à droite, dans la rue, ainsi qu'au succès des ventes d'antidépresseurs,
c'est sûr que force est de constater que sa vision, sans doute un peu apocalyptique, de la société dans laquelle nous vivons, n'est pas sans intérêt. Alors j'en viens au court passage qui m'intéresse dans ce livre. C'est drôle parce que en fait ce livre, ça pourrait ressembler à une sorte d'éloge du passage à l'acte, hein, puisque c'est quand même un protocole d'intoxication volontaire à l'estérone. Elle parle de la philosophie comme une, ça je trouve ça aussi intéressant comme formulation, philosophie comme une pratique d'entaille de soi, s'entailler soi-même, philosophie qui refuse la normation des sujets, la norme, toute norme, et au fond fait un éloge de la dissidence face à des masses qui souhaiteraient la soumission, ou bien pour le dire avec Deleuze-Guattari, des masses qui souhaiteraient le microfascisme. Donc voilà, on est vraiment dans un contexte tout à fait queer où on revendique le dynamitage des identités, le dynamitage des corps, en fonction de la contemporanéité ou de ce que vous appelez la modernité, je pense, c'est un peu utilisé comme de synonyme, je crois. Et donc dans ce contexte-là, ce que je trouve vraiment assez réjouissant, en fait, parce qu'on pourrait s'imaginer que c'est un contexte qui va être justement très critique, comme on va le voir tout de suite après, par rapport à la psychanalyse. Dans ce contexte-là, Paul Béatrice Preciado a cette phrase que je vais vous lire et qui me semble pas mal. Donc elle vient de dire qu'il est fondamental de ne pas se reconnaître. Elle prône une dépsychologisation du genre, mais elle dit ceci, un peu plus loin. Elle fait vœu de ce qu'elle appelle, elle, justement, c'est de là que j'ai tiré le titre de ce soir, fait appel à elle souhaiterait une queer analyse. Et elle dit ceci. La queer analyse ne s'oppose pas à la psychanalyse. Elle la dépasse en la politisant. Pas s'opposer à la psychanalyse, mais la dépasser en la politisant. Elle serait une pratique qui, au lieu d'envisager la dissidence de genre sous la pathologie psychologique, comprendrait la normalisation et ses effets comme des pathologies politiques. La queer analyse ne rejette pas non plus l'utilisation de l'analyse des rêves et la cure par la parole. C'est là où ça devient, moi je trouve vraiment intelligent, on va en discuter. Elle réclame la critique des rhétoriques de genre, de sexe, de race et de classe à l'œuvre dans les techniques psychothérapeutiques. Voilà. Alors, c'est ça. En fait, les deux questions qui m'animent, moi, c'est d'un côté, effectivement, le rapport de ce que la pensée queer peut nous dire sur les institutions psychanalytiques, la politique institutionnelle, d'un côté, et puis de l'autre, effectivement, qu'est-ce que la psychanalyse a à gagner, au fond, à lire ces textes, et qu'est-ce qu'elle a à gagner du point de vue de sa propre pratique, quoi, de sa clinique. Qu'est-ce qu'il y a, au fond, c'est ça, qu'est-ce qu'il y a à entendre de toutes ces critiques dont je vais un peu vous faire rapidement l'historique là, qui proviennent des textes queer. Ça va, je suis clair, je ne vais pas trop vite, c'est bien bon, okay. Voilà, moi il y a une formule que je donne souvent, enfin, qui me semble bien, c'est au fond comment investiguer le pulsionnel sans se soumettre ou sans mettre en œuvre un a priori hétérosexuel. Et donc je vais essayer de vous faire à présent une petite généalogie modeste, hein. Je ne suis pas historien des idées, et puis voilà, c'est un parcours que je vous propose. Pour essayer de montrer comment on en est venu à penser que la pratique psychanalytique pouvait mettre en jeu un a priori hétérosexuel. Voilà. Alors je pars d'un livre que j'ai lu récemment et que j'ai trouvé intéressant, même si peut-être qu'on peut pas toujours être d'accord avec la lecture qu'il fait, mais en tout cas j'ai trouvé que Élie Zaretsky, dans le siècle de Freud, dresse une histoire sociale et culturelle de la psychanalyse qui est plutôt intéressante, quoi, enfin, qui moi me semble pas mal à reprendre. Donc je vais vous faire un petit résumé de
mon premier point quoi, de ce texte. La psychanalyse a, selon lui, donc Élie Zaretsky, dans le siècle de Freud, joué un rôle dans la transformation des mentalités qui a accompagné l'avènement de la deuxième révolution industrielle et du Fordisme. L'idée de Zaretsky, c'est de dire que, comme le protestantisme lors de la première révolution industrielle, bon gré mal gré, la psychanalyse aurait joué un rôle décisif quant à la perception du sujet. Elle en aurait fait valoir une dimension, dit-il, idiosyncrasique. C'est-à-dire que la psychanalyse a été, pour lui, le calvinisme de la deuxième révolution industrielle. Donc la première révolution industrielle, pour reprendre l'hypothèse très célèbre de Max Weber, la première a fonctionné à partir de l'idéologie protestante, la première révolution industrielle, et de sa croyance dans le travail, dans la rigueur, mais aussi dans la communauté, donc une idéologie du travail. La deuxième révolution industrielle, donc il situe juste après la Deuxième Guerre mondiale, quoi, en gros, se caractérise par une idéologie beaucoup plus individualiste, promue par une consommation de masse, et qui aurait pris pour appui l'intérêt de la psychanalyse pour l'individu. La révolution industrielle, la première révolution industrielle, aurait réduit les individus au rouage de la machine, il faut travailler, quoi. Et quand, à partir du moment où arrive Freud et qu'il apporte la peste en Amérique, eh bien, on insisterait davantage sur le moi et l'inconscient, et cela permettrait de raviver un peu l'opacité du sujet, son irréductibilité aux lois de la production. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est un livre de 350 pages, donc je vous fais vraiment le résumé de Reader's Digest, mais ce qui est intéressant, c'est que Zaretsky fait un constat très amer à partir des années 70. Son enquête historique va jusqu'aux années 70. Et il remarque le net déclin de la psychanalyse sur le sol américain dès les années 70. Et alors, je cite un passage, c'est la page 415. Dans les années 20, Freud avait prédit que le mouvement analytique connaîtrait une mort lente après sa disparition. À la fin des années 70, la catégorie psychanalytique qui avait lié pour la première fois la sexualité à la modernité, soit l'hystérie, avait disparu en tant qu'entité clinique. À sa place se tenaient non seulement des mouvements identitaires et des communautés, mais aussi le syndrome de la fatigue chronique, le syndrome de la mémoire retrouvée, le syndrome de la personnalité multiple, les sévices rituels sataniques et l'enlèvement extraterrestre. De nouvelles églises surgissant, l'hégémonie psychanalytique s'effaçait dans l'histoire. Donc je récapitule, première révolution industrielle, éthique du protestantisme, deuxième révolution industrielle, éthique de la psychanalyse, et puis, troisième temps, qui pourrait peut-être correspondre à l'apparition justement de ces sociétés pharmacopornographiques que Preciado formulait tout à l'heure, troisième temps, déclin de la psychanalyse et triomphe de nouvelles formes de communautarisme, avec l'apparition du post-fordisme, c'est-à-dire à partir du moment où il y a des nouveaux types de communautarisme qui n'ont plus rien à voir avec le communautarisme protestant, apparaît une société individualiste à l'extrême, avec un capitalisme qui vient se greffer directement sur la singularité de nos psychés, sur nos différences, sur nos narcissismes. Du coup, pour Zaretsky, les choses, à partir des années 70, se répartissent très clairement. D'un côté, il y a la mort plus ou moins explicite de la thérapeutique psychanalytique, et de l'autre, ce qu'il va y avoir, c'est une survivance de son herméneutique. C'est-à-dire que l'interprétation culturelle, à l'intérieur même des idéologies communautaristes, va se nourrir de la psychanalyse. C'est-à-dire que l'herméneutique psychanalytique, l'interprétation que la psychanalyse donne du monde, continue d'alimenter les communautarismes, mais seulement la psychanalyse va alimenter ces communautarismes de manière extrêmement critique. C'est-à-dire que les communautarismes, donc il pense évidemment aux communautés féministes, gays, mais aussi à tout ce qui va être question de race, bien sûr, noire, vont plus du tout questionner la psychanalyse d'un point de vue thérapeutique, clinique, parce que ça ne marche plus, en gros, on est passé à la pilule, on est passé à d'autres formes de traitement, le comportementalisme, etc.
Et ce qui reste, c'est la critique du discours psychanalytique. Dans la psychanalyse classique, on pouvait comprendre un choix d'objet homosexuel en termes psychologiques, mais il n'existait pas d'entité que l'on puisse appeler un homosexuel. Au cours des années 70, cependant, les homosexuels commencèrent à se comprendre, je vous lis l'auteur, comme des personnes avec un mode de vie distinct et appartenant à une communauté historiquement spécifique. Dans ce contexte, les efforts pour comprendre la psychologie de l'homosexualité commencèrent par paraître sectaires, au même titre que les efforts pour comprendre la psychologie de la race. La psychanalyse, dit-il, était la dernière chose dont les homosexuels crussent avoir besoin. Ils avaient besoin de services, ils avaient besoin d'institutions communautaires et d'organisations politiques. La psychothérapie pouvait avoir une utilité, mais uniquement si elle commençait par comprendre les déterminants sociaux des problèmes apparemment individuels. Donc bref, faire une analyse pour un homosexuel à ce moment-là, c'était renoncer à trouver les mots pour se dire. C'était renoncer à trouver les causes véritables de l'oppression qui, pour les communautés gays émergentes, résidaient dans l'autre, c'est-à-dire dans la société. Alors, moi, ce que je trouve très intéressant, c'est quand même... c'est intéressant. Ce qui m'est utile pour penser, c'est cette distinction, effectivement. Enfin, je ne l'avais pas si clairement formulée, si clairement pensé que ça pour lui, mais je trouve que ça parle vraiment aussi de la manière dont les théories queer vont utiliser la psychanalyse. C'est cette distinction simple entre, d'un côté, donc, la psychanalyse comme thérapeutique, et puis de l'autre, la psychanalyse comme herméneutique. Et effectivement... je me demande, effectivement... Je vais tout de suite vous arrêter. Qu'est-ce que vous appelez avec la psychanalyse comme thérapeutique? Comme clinique, quoi. La psychanalyse comme pratique clinique auprès des malades, en cabinet, en institution, comme... c'est pas moi qui l'appelle, c'est lui qui l'appelle comme ça. Oui, d'ailleurs, oui, non, mais c'est vraiment la dimension de l'inscription de la psychanalyse dans le champ institutionnel, quoi. C'est-à-dire dans le champ des soins de malades, et bon... ce qu'il dit, c'est que à partir des années 70, lente disparition de la place, c'est un peu le cas ici aussi, quoi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que comme en psychiatrie, on est pignon sur rue. Oui, mais enfin, c'est pas la question de la thérapeutique, parce que tout ce que vous indiquez là, c'est évidemment, ça a à voir avec une fonction de normativation, le retour thérapeutique à une normativité, ce qui est évidemment l'opposé de ce qu'on peut rechercher dans un discours psychanalytique. Bien pas seulement un discours, mais dans une clinique. Et dans une clinique psychanalytique, je suis Il d'accord. n'y a pas, donc on ne peut pas considérer la psychanalyse en tous les cas, parce que tout ça, ce serait bien bel et beau s'il s'agissait de la psychanalyse américaine, encore que, je ne sais pas. Mais évidemment, ça fait belle lurette qu'il y a une rupture d'éthique entre disons, la psychanalyse dite anglo-saxonne, dominante, et puis l'orientation lacanienne. Lacanienne, française, oui. Donc tout ça est bien, peut-être parce que c'est un Américain qui fait ça. Oui, c'est tout à fait. C'est vraiment un Américain qui décrit l'arrivée de la psychanalyse aux États-Unis. D'accord. Ce que moi je trouve intéressant, c'est effectivement la survivance très vive, au fond, de la psychanalyse dans le champ universitaire, dans ce que lui appelle l'herméneutique, c'est-à-dire l'interprétation que la théorie va donner du monde. Et comment cette interprétation-là, effectivement, est de plus en plus critique par rapport à la psychanalyse. Donc c'est ça qui est, je trouve vraiment passionnant, c'est qu'il y a comme une sorte de désinscription vraiment du réel de la clinique psychanalytique telle que nous on peut le penser et le vivre ici, et il y a une sorte de résurgence de la psychanalyse dans les textes queer, c'est-à-dire que si vous lisez Judith Butler, si vous lisez Teresa de Lauretis, et si vous lisez même de moindre manière, enfin quand même un petit peu F. Kosowski-Sedgwick, il y a un appel à la psychanalyse qui est constant, mais de manière systématiquement négative, critique, accusatrice. Oui, exact. Alors, je vais essayer de développer ce qu'elle reproche à la psychanalyse, ces dames, puisque ce sont trois dames que je viens de nommer.
Butler, Sedgwick et Deloretis. Mais avant de faire ça, j'ai encore un peu de temps là, ça va? Oui, mais il est 10 heures, donc ça fait 35 minutes là déjà. Ça fait déjà 35 minutes. Ouais. Bon bah... Non mais dites rapidement si c'est pas mal de ce qu'elle reproche à la psychanalyse et ce qu'elle propose. Ok. Alors, ce qu'elle reproche à la psychanalyse, c'est fondamentalement de ne pas avoir entendu au fond, on pourrait dire qu'il y a un moment clé que Zaretsky ne mentionne pas dans son livre, qui moi, me semble une hypothèse intéressante, qui serait de dire que 1981, c'est un moment clé. C'est évidemment le moment de la mort de Lacan, c'est le moment où Foucault fait son coming out dans une interview à Képpié, et c'est le moment aussi où, pour la première fois, dans les journaux, on va mentionner une maladie qui s'appelle, pas encore, mais qui sera le sida. Et au fond, je pense que pour comprendre ce que ces textes écrits en pleine crise du sida, donc dans les années 90, Trouble dans le genre, l'épistémologie du savoir, l'épistémologie du placard, pardon, et le texte ben oui, l'influence lacadienne, elle est tout le temps là, bien sûr. Tous ces textes sont écrits au tout début des années 90, et donc en pleine crise du sida. Je pense que on ne peut pas comprendre la violence de ces textes à l'égard de la psychanalyse, soit qu'est-ce qu'ils reprochent à la psychanalyse? 1, d'être hétéronormative, 2, la question de l'Édipe, 3, une homophobie latente, et 4, une incapacité à prendre en compte autre chose que la différence sexuelle. Je pense que c'est vraiment trois tripodes sur lequel s'appuie leur critique. Au fond, on ne peut pas comprendre la violence, et grosso modo, pour faire vite aussi, c'est ce que vous évoquiez dans votre introduction, ce qu'elles vont reprocher à la psychanalyse, c'est un peu une manière d'avoir réifié les lois du signifiant, la logique structuraliste, c'est-à-dire d'en avoir fait un truc de joug moral un petit peu, où il faudrait avoir une structure papa, maman, bébé pour avoir une sorte de triangularisation du désir. Mais on ne peut pas comprendre toutes ces critiques-là sans les réinscrire dans la crise du sida. Et il me semble que toutes ces critiques sont très justifiées à partir du moment où on se dit que quand même le silence là, le ne pas dire là, le silence même si c'était celui de la tension flottante ou bienveillante, je ne sais pas, mais en tout cas il était meurtrier. Donc effectivement, quand les queers disent « nous sommes partout et nous voulons tout », c'est ce qu'ils disent, we are queer, we want everything, c'est effectivement, ils se basent sur les travaux aussi de Butler, de Sedgwick, de Deloretis, mais c'était aussi pour dire qu'on ne se limitait pas, la place de l'homosexualité n'était pas limitée à des quartiers, n'était pas limitée à des types de professions, et je pense que nous sommes partout et nous voulons tout est à quelque chose de très éthique et de très réjouissant. C'est-à-dire que nous sommes partout, nous voulons tout, et c'est comme ça, et au fond, entendez-nous. Ne pas l'entendre, moi je trouve que c'est faire la sourde oreille en disant mais la psychanalyse, elle ne s'occupe pas du tout de ça, mais la psychanalyse, c'est le réel du cas par cas, mais la psychanalyse, elle ne vise pas à résoudre le malaise dans la civilisation. Autant de choses qu'on peut lire dans les réponses qu'on trouve à ces textes critiques des théoriciens queer, me semble effectivement ne pas voir comment, à l'époque, de manière gravissime, mais à fréquenter un tout petit peu les milieux militants, sans être militant moi-même pour autant, même si le fait d'écrire ce genre de choses devient, mais la psychanalyse en vient à blesser, à oppresser, et continue d'oppresser
tous ceux qui se retrouvent dans les minorités sexuelles. Donc voilà, il me semble que le travail qui est à construire, c'est celui d'une révision de nos concepts, de nos a priori, une révision des essentialisations qui peuvent être au travail dans notre clinique, la femme, l'autre, le phallus, etc., pour essayer justement de ne pas présenter l'expérience psychanalytique comme une expérience de normation, que ce soit de la pensée ou des corps, et pour réveiller aussi quelque part. Je trouve que c'est ça, c'est-à-dire que moi ce qui me semble intéressant, c'est que ces théories viennent mettre du poil à gratter dans un certain confort dans lequel on pourrait se retrouver en liste, et nous demandent une certaine rigueur quant à la manière de formuler et parler de notre clinique. Bon voilà, je pense que on peut très bien. discuter. Oui, oui, bon, au moins je crois que c'est clair, quoi. L'exposé est clair. Alors, bon, je suis parti un petit peu de la fin, puis on passera rapidement la parole à la salle pour en débattre. Alors, naturellement, il faut être toujours sensible au mot d'ordre. Le mot d'ordre, ça donne des ordres. Nous sommes partout, nous voulons tout. Et c'est une drôle de manière de prendre la vie, si je veux dire. En tous les cas, c'est typiquement, au fond, l'idée du type qu'a le phallus et qu'il l'a, qui est dans la totalité. Donc, c'est assez amusant, et c'est souvent le cas. Si vous voulez, moi j'avais un de mes analysants qui se présentait comme un type d'allure révolutionnaire, disons, extrême gauche, qui était assez amusant parce que le jour où il s'est rendu compte que son point était de s'occuper du service d'ordre, évidemment, on a tout de suite compris que ce qu'il voulait, c'était que tout ça soit calmé. Alors, le mot d'ordre est un point toujours intéressant. C'est un indice clinique, au fond, d'une foule qui n'a pas tout. Voilà une foule qui est dans le patou, hein, cette foule alors qui est en plus bigarrée, au fond. Après tout, c'est pas très bien ce qu'il y a de commun entre un homosexuel mâle et un homosexuel femelle, un junkie, un noir, un chicano, un grec, un psychanalyste, enfin, tout ça, c'est dire, bon. Donc il y a une idée qui serait de récupérer tout, de prendre tout, de stabiliser le monde sur cette modalité du tout qui, évidemment, qui efface le manque, c'est-à-dire qui efface le désir même. C'est une idée qui me paraît, à débattre et qui me paraît évidemment à la fois faire trait d'identification pour ces sujets qui veulent tout, et celui qui a tout, c'est le père de la horde, hein, c'est celui-là qui a tout. Donc on a une sorte de choses à déconstruire au fond, voilà, c'est-à-dire que les psychanalystes... Alors, quand vous parlez des psychanalystes, quand ils parlent des psychanalystes, on voit bien qu'il s'agit, je me répète, mais des psychanalystes qui seraient les psychanalystes de l'hypernormativité, qui sont les psychanalystes américains, voire, allez, je ne veux pas me fâcher avec mes collègues, mais disons... Oui, non, mais il y en a aussi... Enfin, il y a longtemps que Lacan a eu l'idée que tout ça était... c'est la découverte même de l'objet qui fait que, voilà, on se passe... enfin, une fois qu'on a développé l'analyse du côté de la logique du phallique, bah, il y a un au-delà du phallus. Il y a un au-delà du phallus chez Lacan, et ça fait un moment que ça dure. Évidemment, il faut s'en apercevoir. Alors, donc, c'est pour ça que souvent on a l'impression que ces revendications tapent à côté, quoi. Elles tapent à côté, disons, hétéronormativité, qu'est-ce qu'il y a? Homophobie. Alors, il y a eu dans le champ analytique, et il n'y a pas de raison que ce soit différent, puisque le champ analytique, après tout, il est comme le reste. C'est-à-dire qu'on a à peu près le même nombre de champs actionnaires, que
du monde. Enfin, la psychanalyse, peut-être, ça on pourrait le discuter. Est-ce que l'analyse a comme vocation à engager, disons, les sujets qui viennent nous voir dans un point de vue politique. Alors, encore faut-il, c'est-à-dire point de vue politique au sens naïf du terme, c'est-à-dire de parti, par exemple, de vote, de représentation, etc. Bon, c'est une question qui ne va pas de soi, voilà, j'ai déjà dit moi-même, j'ai reçu des gens d'extrême gauche qui passent à l'extrême droite, donc je ne peux pas considérer ça ni comme une réussite clinique, mais quand même, les types qui seraient passés volontiers à la psychose comme solution, finalement, bon voilà, ça s'est passé comme ça. Donc je veux dire, il y a l'éthique de la psychanalyse ne recouvre pas évidemment celle du champ politique. Alors homophobie, bon, il a fait très longtemps que l'homophobie, enfin moi j'ai écrit là-dessus enfin après Lanterry-Lora en particulier, qui a développé une histoire des perversions qui montre que les homophobies, l'homophobie, disons, concernant les mâles, a toujours été, souvent été relativement réduite, quoi. Ils font partie, c'est-à-dire dans le champ des perversions, l'homosexualité masculine est considérée comme une perversion distinguée. Vous voyez, c'est pas le type qui va se taper un cadavre dans les rues, celui-là, dans les rues ou ailleurs. Enfin bon, donc dans le champ des perversions, il faudrait placer aussi là, après tout, si on prenait cette logique presque, je ne sais pas comment la nommer, presque bourdivine par certains côtés, de l'exclusion sociale. Enfin, ça fait très années 70 comme discours. C'est une médicalisation d'échecs scolaires, etc. Enfin, c'est assez amusant de voir apparaître tout ça. Mais dans le champ, donc il y a une histoire des perversions. Les perversions, c'est pas quelque chose qui commence avec la psychanalyse, et on peut dire que Freud a eu comme... je sais si c'était pas un franc pervers, encore que, on ne sait pas, mais il a eu quand même cette idée de considérer que la perversion est la chose du monde la plus partagée, puisque tous les enfants, tous pervers, c'est ça la position de Freud. Tous pervers, perversion polymorphe, et puis après, bon, pour une raison qu'on s'est expliqué assez mal, mais enfin qui oui, pour Freud, c'était l'idée qu'après ça se calmait, qu'il y aurait une domination du phallus qui organisait tout ça, avec l'idée que la fille veut un bébé, etc., que le garçon il veut de l'argent, je ne sais pas quoi. Donc tout ça, il y avait une normativité dans Freud, mais une normativité, ça fait quand même très longtemps que tous les psychanalystes, je crois, peut-être les Américains, je ne suis pas sûr, je ne les connais pas, enfin en tous les cas ici, tous les psychanalystes ont depuis longtemps aperçu qu'il n'y avait pas de domination du phallus pour aller vers ce joyeux échange supposé d'une relation sexuelle complète, enfin où on serait dans le domaine du don. Tout ça est une des grandes foutaises des années 50, tout cassé. Enfin, on voit bien aujourd'hui que tout le monde s'aperçoit bien que la logique de la perversion polymorphe est interne à n'importe quelle relation. Enfin, beaucoup de relations sexuelles. Bon. Alors, je ne parle pas du rapport sexuel qui, lui, n'existant pas, évidemment, ça réduit la chose d'autant. Donc, la question de l'apport, même de Freud, que je considère effectivement comme assez normatif sur l'état de point, spécialement sur la question féminine, même Freud, lui, considérait que le sujet naît, en gros, je dis mal les choses, mais enfin, il naît dans la perversion. Donc, il devrait prendre ça, il devrait avoir à l'idée que Freud il a pris position, enfin, peut-être Lionel, que je ne vais pas rappeler là, mais enfin, quand même, Freud a systématiquement pris position contre la criminalisation des homosexualités. Et il considérait, et moi j'ai été frappé précisément par le côté, je dirais presque, je ne sais pas, très
je dirais presque généreux, enfin, de l'engagement de Freud eu égard à l'homosexualité, et sur la question de la masculinité de manière générale. Freud avait la masculinité à la mode. Voilà. Il avait l'idée que ça c'est bien. Être un homme, être actif, ça c'est... Et du coup, que d'être une femme, position féminine, tout ça, beaucoup moins, et que, bon, c'est la femme n'a pas besoin d'aller d'être enseignée, etc. Donc, position extrêmement rétrograde sur la question féminine de Freud, et par contre, sur la question masculine, on ne pourrait pas l'appeler comme ça, il avait pris position comme un bon névrosé obsessionnel qu'il était, et qu'il a terminé sa vie sexuelle à 40 ans, donc un type, voilà, avec cette, mais dévoué au savoir, avec une production de savoir. Alors, donc sur cette question de l'homophobie, non, franchement, je crois que même si on remonte, alors je ne sais pas qu'il n'y a pas d'homophobie dans le champ analytique, peut-être qu'il ne devrait y en avoir pas du tout. Mais alors, bon, donc voilà, alors je ne vais pas prendre un par un une chose après l'autre, ce qui a été dit, parce que bon, moi ce qui me frappe, c'est le côté très ancien de ce discours. Quoi. Oui. Alors, pour la jouissance qui passe par les écrans. Bon, c'est comme si ces gens-là qui parlent enfin, ces auteurs n'avaient pas aperçu que le sujet, qu'on ne jouit que de son propre corps. Donc on ne jouit pas par l'écran. Ou alors on peut jouir, voilà, on peut jouir, pas évidemment, il y a la jouissance du regard, mais le sujet jouit de son corps, point final. Donc il ne jouit pas avec l'autre, dire le sujet jouit, vas-y, jouis, on va jouir ensemble, tout ça, ce sont des âneries de petits couples, de maternelle. Enfin bon, après, quand on a fini par quand même écouter suffisamment d'analysant et qu'on y est passé soi-même, bon, on se rend compte que, ben non, la jouissance, on ne peut pas faire autre chose que de jouir de son propre corps. Par contre, on peut essayer de modifier sa propre jouissance. La jouissance ordinaire, elle est limitée par le phallus. Si vous voulez, on entend que la jouissance est localisée. Donc, il y a des technologies de délocalisation de la jouissance qui ont existé depuis toujours, mais qui sont là, évidemment, mis à l'ordre de la modernité par le développement des droits de synthèse, par exemple. C'est un développement qui permet au sujet de se déprendre de l'organisation ordinaire de sa jouissance, qui est un trognon de jouissance. Voilà. Ce que nous laisse finalement, si vous voulez, la régulation de la jouissance des corps, c'est un trognon de jouissance très localisé du côté masculin, semble-t-il un peu plus délocalisé du côté féminin, ce qui fait que Lacan a bien voulu parler de cette autre jouissance qui ravit tout le monde, que tout le monde cherche d'ailleurs désespérément. Bon, qui est encore... Bon, en tous les cas, voilà. Donc, si vous voulez, cette question de la jouissance est une question qu'il faut prendre au sérieux dans la logique même lacanienne. Et dire que des nouveaux dispositifs de jouissance apparaissent, etc. Moi, je voudrais bien, mais où ils sont? Où sont-ils? Où sont ces nouveaux dispositifs de jouissance? Faites-moi jouir. Moi aussi, je veux tout là. Nous voulons tout, nous sommes partout, nous jouissons de partout. Très bien. Mais on s'aperçoit que ce n'est pas comme ça. Le sujet n'est pas là. Alors, autre point, donc tout ça me semble... bon, c'est un vœu. Bon, voilà. Autre chose est... encore cette question alors, c'est comme si avec la boussole phallique dans le champ analytique, comme si, alors c'est la clinique straight, si j'ai bien compris, il y aurait, voilà, j'ai ma boussole phallique, et à partir de là, ça va chier, quoi. Or, on s'aperçoit que c'est pas, évidemment, c'est même pas le début de Lacan, quoi. C'est ça qui est très étonnant dans tout ce que vous dites. Et puis c'est cette bagarre sur la GPA, etc. Mais évidemment que la gestation pour autrui, ça n'a rien d'une révolution. Toute gestation est pour l'autrui de la culture. Et si c'est pas comme ça, eh bien le sujet bébé reste pris dans la jouissance de la mère qui se garde son produit. Et c'est une gestation pour moi.
Et cette gestation, pour moi, c'est exactement ce qui peut, le cas échéant, orienter le sujet du côté des psychoses. Donc depuis toujours, d'où le fait que, si vous voulez, disons l'accent, l'interdit oedipien, c'est pas tu ne coucheras pas avec maman, qui est une ânerie. On voit bien un gosse de 5 ans qui se mettrait au garde à vous, qui prendrait sa mère. Peu probable. Donc c'est pas ça. L'interdit oedipien, c'est tu ne réintégreras pas ton produit. Voilà. Donc c'est tu feras une gestation pour autrui. Tu lâcheras ton truc. C'est ça la gestation pour autrui. Alors faire de tout ça quelque chose d'extraordinaire, vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a des combats qui sont... alors, je ne parle pas des organes sans corps, parce que là, laissons ça de côté, ce serait proprement dégoûtant. Et, évidemment, ce qui tient, qui fait que le sujet, qu'on se reconnaît à peu près dans la glace, c'est qu'on est un corps. Quand on n'a plus que des organes, c'est un destin assez tragique et malheureux. Donc je ne conseille pas ce mot d'ordre-là, des organes sans corps. Et alors, finalement, dans tout ça, quelque chose c'est intéressant de faire le tour de tout ça, parce qu'on voit que ce sont des problématiques d'auteurs qui ne connaissent pas Lacan. Donc c'est impressionnant de ce point de vue-là. Pas pour moi, hein, ouais. Je peux me tromper. Ou alors s'ils le connaissent, c'est pire, mais je ne crois pas. Et la question qui est intéressante, c'est de votre propre position, par contre. Parce que vous dites, bon voilà, il y a ce fameux dire, et qui vient rompre un silence. Alors, c'est une question, vous dites que bon, ça fait un moment que vous vous adonnez à cette performance. Alors, performance, c'est une manière de faire du performer. Donc, vous arrivez là et vous vous mettez dans une logique de performance. Vous dites, je suis homosexuel en tant qu'analyste, j'ai entendu que vous disiez. Alors, ça, évidemment, là, ça c'est une question. Parce que, au fond, qu'à avoir votre choix d'objet, je vais dire les choses comme ça, tout à fait respectable par ailleurs, etc., je n'ai aucun problème là-dessus, moi. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec le désir de l'analyste? Rien. Ou alors, c'est qu'il y a un sacré défaut d'analyse et que la question de la jouissance, du choix d'objet et de la jouissance, je ne veux même pas dire homosexuelle, parce que ça veut dire une jouissance homosexuelle, une jouissance de son propre corps, aller avec un autre homme ou je ne sais pas quoi, bon, mais avec un amour par contre. La question de l'amour se pose. L'amour de quelqu'un qui doit avoir un pénis, on va dire. Bon, voilà un amour straight. Je veux quelqu'un qui a un pénis. C'est straight, hyper straight. Donc, et ça protège. Ça protège évidemment de celui qui n'en a pas. Donc, et la question revient, est-ce que cette question de la perversion, ce qu'on appelle ce que Freud a appelé la perversion fétichiste, c'est un fétiche, le pénis devient un fétiche dans ce cas-là. Bon, voilà, et alors le trait du fétiche existe à peu près dans tous les fantasmes. N'importe quelle position subjective se réjouit de refiler un fétiche à l'autre au moment d'aller au lit ou n'importe où. C'est quand même bien ça l'idée. Donc le fantasme est fétichiste. Ouais. Donc c'est pas une manière de mal voir le sujet qui est fétichiste et homosexuel parce qu'il a choisi le pénis. Alors bon, la question de savoir si c'est le pénis de la mère, etc., se discute. Enfin, c'est ça. Bon, et ça n'a rien de si extraordinaire, c'est ça. Alors dire, voilà, moi j'ai choisi ça, j'ai choisi, je dis. Alors
ma question, ce serait, bon, alors, très bien, si ça fait un moment que vous faites ça, est-ce que ça a transformé? Qu'est-ce que ça transforme, puisque vous dites, et j'assume les conséquences de ma parole après l'avoir dit. Très bien. Alors, ma question, quelles ont été les conséquences de cette parole qui interroge, qui nous interroge tous? Parce que, vous imaginez, je commencerais, moi, à dire, bon, allez, je suis hétérosexuel et psychanalyste. Les gens se diraient, il est tombé sur la tête. Ouais, qu'est-ce qu'il a? Bon. Ou alors, je suis ceci, je suis cela, et je suis psychanalyste. Bon. Alors, la question, c'est qu'est-ce que ça change? Pourquoi faut-il le dire? Et faut-il le dire? Et à qui? C'est quelque chose de... Et c'est extrêmement délicat, ne croyez pas que je pense que ça va de soi. J'écoute des sujets qui ont des positions de ce point de vue-là et qui en sont encombrés quand même. Comme on peut être encombré d'une certaine hétérosexualité aussi bien. Donc, mais alors, voilà ma question, c'est pour vous. Et alors, si à partir de là, vous voulez faire une nouvelle clinique qui soit une clinique psychanalyse queer, alors là, il va falloir nous aussi expliquer un petit peu comment vous voyez cet agencement. Est-ce que la différence sexuelle... Alors, sur la question de la différence sexuelle, est-ce que c'est si secondaire que ça, la différence sexuelle? On n'a pas l'impression. Donc, vous voyez. Bon, donc, enfin, ma question essentielle pour tout ce blabla, c'est d'essayer de repérer avec vous, au fond, voilà, qu'est-ce que ça a changé pour vous? Quelles ont été les conséquences de votre parole, à la fois dans le champ analytique, puisque vous prenez la parole publiquement, et puis dans l'expérience clinique. Et est-ce que vous vous annoncez comme homosexuel, par exemple, à vos analysants? Non. Ah ben, non. Mais ça pourrait pas, ça pourrait s'imaginer. Enfin voilà, ça y est, moi j'ai fini. Super, merci beaucoup. Alors, c'est une sacrée déconstruction de la déconstruction, ça je vous remercie. Je ne vais pas pouvoir vous répondre point par point parce que je doute que j'aurais besoin de plus de temps pour mieux argumenter, mais il y a quand même 2-3 éléments sur lesquels j'aimerais bien répondre. Le premier, c'est effectivement, vous dites, mais tout le monde sait, ça pose pas de problème, mais c'est évident que si on a lu Lacan, et c'est quelque chose qu'on entend très souvent dans les réponses aux théories queer, s'ils avaient bien lu Lacan, alors ils auraient compris que Lacan ne dit pas ça. Et qu'il y a un au-delà du phallus, et qu'à se repérer sur l'objet A, bah, effectivement, on s'aperçoit que c'est la jouissance, elle se localise pour chaque sujet de manière très singulière, et que Lacan était queer avant la lettre. C'est un peu ce que vous m'avez dit. Vous ne l'avez pas dit comme ça, mais enfin, vous l'avez mieux dit que ça, mais grosso modo, même vous l'avez quand même un peu dit. Alors moi, la question que je me pose par rapport à ça, c'est qu'est-ce que ça sous-entend, ça, comme... Parce que j'ai lu, remarque qui est tout à fait pertinente, effectivement, vous avez raison, mais ça veut dire quoi alors ça veut dire que tous ces queers, qui existent encore aujourd'hui, même si le discours a un peu d'arrière-garde, un peu daté, ce que vous voudrez, ils sont trop cons pour lire Lacan. Ça veut dire que la psychanalyse fonctionne tellement bien en France, et dans les institutions, et dans les écoles, et ça marche tellement bien, la psychanalyse, qu'au fond, elle ne blesse plus personne. Alors, expliquez-moi comment se fait-il que... Comment se fait-il que quand on parle des trans, quand on parle des homos, quand on parle... Il y a véritablement une sorte de persécution, enfin, ou en tout cas vraiment de violence, d'un discours véhiculé par des psychanalystes. Alors, c'est pas intéressant de faire qui c'est qui a bien dit et qui c'est qui n'a pas bien dit dans les journaux, que ce soit au moment du pacte ou du mariage pour tous, mais il y a quand même pas mal qui n'ont pas trop bien dit. Au moment du mariage pour tous, ça a été effectivement un peu mieux. Malgré tout,
moi, ça, je ne comprends pas très bien quand même. Comment se fait-il qu'un discours qui soit aussi révolutionnaire que le discours freudien qui nous dit tous pervers polymorphes dès le plus tendre âge, et le discours lacanien qui a réussi à formuler effectivement l'au-delà du phallus par objet A, comment se fait-il que ces discours soient complètement restés incompris par tant de gens? Comment se fait-il que ces discours si ouverts et cette pratique si formidablement accueillante pour tous se retrouvent systématiquement à blesser les mêmes personnes? Ça, quand même, c'est très étonnant. Parce que le nombre de lesbiennes, le nombre d'homosexuels, le nombre de transsexuels, qui, pas il y a 20 ans, pas il y a 10 ans, mais aujourd'hui même, vous disent « j'ai rencontré un psy et c'était à 14 ans ». Alors, ils n'avaient pas rencontré le bon. Mais c'est quand même bizarre que systématiquement, ils ne rencontrent pas le bon. Alors, je vais tous vous les envoyer. Voilà. Je pense que la question sera réglée. Mais ça vous arrangera. Non, ça ne m'arrangera pas parce que on est trop. Mais il y a dit que vous pourrez apprendre. Ça, c'est une première possibilité. Ok. Ouais, ça, c'est première chose. C'est raisonnable. Deuxième. Alors, sur le corps. Enfin, moi, c'est. Attendez, alors juste, je vais simplement. Oui, juste un point. Il faut bien être d'accord sur le fait que l'analyse est blessante. Non. L'analyse est blessante, bien sûr. L'analyse vient remettre en question les identifications auxquelles le sujet, comme ça, croyait et s'aperçoit, merci, l'oignon qu'on épluche pour arriver un peu à... Non, mais c'est pas vraiment ça. L'analyse est blessante en tant qu'elle dit au sujet politique, parce que ça, c'est un discours politique, tout ça, sociologique au mieux, mais ce sont des discours politiques. Elle dit au discours politique aussi, ce dont tu te plains, tu en es responsable. Oui. Alors, d'accord. Évidemment. Ce dont tu te plains, tu en es responsable. Non, on sait pas bien. Qui n'est pas responsable du patron, etc., qui fait son sale boulot d'exploiteur, très bien. Tout ça, mais dans le champ, dans l'expérience, il y a quelque chose qui va, si vous voulez, du point de vue de l'analyse, au fond, qui démonte cet enfoulage politique à partir des traits d'identification. Je ne sais même pas ce que c'est que ces petites foules. Au fond, ce sont des petites foules, parce que la foule des homosexuels mâles, n'est pas tout à fait celle des femmes, n'est pas la même, évidemment, que les immigrés. Oui, bien sûr, mais alors... Donc, alors, c'est pour ça que je réponds simplement sur cette question. Ça ne me semble pas un très bon argument de dire que ce sont toujours les mêmes qui sont blessés. Quand même. Ça ne me semble pas. Dire que les noirs, les homosexuels, les femmes sont plus souvent blessés que le blanc bourgeois, quand même. Je trouve que, même si j'entends tout à fait l'analyse blesse, l'analyse, il y a des traversées, c'est blessant, c'est ce que la traversée du désert aussi, je veux dire. Il y a des moments très blessants dans une analyse. Mais il me semble que sur la place de la stigmatisation de certaines minorités, sur le fait que mais prenons l'actualité, prenons la place de la non-reconnaissance des homosexuels en Italie, simplement. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on... Hein? Non, pas du tout. Aujourd'hui. Formidable. Ça n'a rien à voir avec la psychanalyse. Non, bien sûr que ça n'a rien à voir avec la psychanalyse, mais ça a à voir avec la violence. La chrétienté qui domine l'Italie. Non, mais attendez, il faut quand même qu'on soit précis, parce que sinon on ne va pas s'entendre sur le lieu de la critique, et je pense qu'évidemment, il y a une psychanalyse réactionnaire. Je suis le premier à la convaincre. Et à la... C'est seulement ça, montrer ce qu'il en était, cette nostalgie du père, etc. Il y a une nostalgie de névrosé qui pousse effectivement, mais c'est ce qu'il y a de névrosé dans le champ psychanalytique qui blesse, parce que le champ psychanalytique il est comme des autres, il est largement dominé par les mâles dominants blancs, on va dire. Voilà. Bon. Alors,
à partir de là, mais ça, c'est des traits qui sont des traits de mise en foule, vous voyez, mais de ce qu'il y a dans le champ analytique, de mise en foule, très blessante, et vous remarquerez que les leaders des groupes analytiques, qui ont des leaders, parce qu'on essaye de ne pas avoir vraiment un espace analytique, eh bien, sont d'une violence inouïe. Ils sont d'une violence, et on voit comment leurs lieutenants, enfin, sont traités comme des individus. Ils sont obligés de dire ce qu'a dit l'autre. C'est d'une... Alors là, en fait, alors je suis d'accord, c'est voir que de la domination plus que de la blessure c'est un mauvais terme. Enfin, il me semble, c'est un bon terme autrement. Bon, en tous les cas, il me semble qu'il y a une logique de domination interne à l'intérieur si vous voulez, que l'appareillage, d'une certaine manière, des grandes institutions du champ analytique ne sont pas libres des opérateurs, disons, de domination externe et interne aussi au champ. Donc les traits, oui, évidemment, il n'y a pas beaucoup d'ouvriers spécialisés qui sont devenus analystes, par exemple. Pourquoi? Je ne sais pas, il y a des psychologues et des médecins. Voilà les dominants. Alors, psychologue et médecin, c'est de la thérapeutique, je vais vous remettre à votre place, c'est ce qu'on leur demande d'ailleurs. Alors voilà, donc je pense que peut-être il y aurait intérêt à ce que vous dites n'est pas faux, disons, mais peut-être à resituer ça, non pas dans le rapport directement analytique, mais peut-être à la difficulté, disons, de constituer des groupes, des foules analytiques, si vous voulez, qui puissent être déprises des logiques de domination ordinaire ou spécifiques, qu'il faudrait aussi analyser. C'est la clinique de la culture des foules analytiques qui est à faire et à refaire sans arrêt, dont Freud a donné des clés, un père autoritaire, machin, etc., tout ce que vous voulez. Et ça, et je pense que ça, c'est un élément extrêmement important qui pourrait permettre de resituer probablement la manière de s'en prendre, si vous voulez, à ce qui reste et qui est peut-être extrêmement consistant dans le champ analytique des opérateurs de domination ordinaire. Voilà, vous connaissez. Voilà, et pour ça, alors, après, vous avez raison aussi que j'ai pu me rendre compte que le fait qu'un sujet ait fait des choix qui ne sont pas celles de son copain ou d'un autre, eh bien, évidemment, ça ne pousse pas à la cooptation. On coopte le même, en gros. On se coopte soi-même. Donc, et là, quand il y a des conflits, etc., vous avez raison, tout ça sort, mais pas seulement ça. Le milieu analytique, on ne va pas passer ça, est un milieu terrible. Ce n'est pas un milieu bienveillant, ou alors si un type arrive dans la bienveillance, il faut se méfier. C'est pas du tout ça, le milieu analytique. C'est pas du tout la bienveillance, etc. Et les analystes entre eux, pas plus. Pas plus. Donc, vous voyez, alors peut-être ils ont une idéalisation du milieu analytique. Alors ça peut-être, effectivement, ils ont l'idéalisation de bon nombre de choses. Je pense qu'il y a l'idéalisation aussi de la société. C'est-à-dire qu'il y a une sorte comme ça de travail à ce que la pensée, le langage soit plus incluant. Ça, c'est un mot qu'on retrouve très souvent sous leur plume, c'est-à-dire l'idée d'une pensée qui serait plus inclusive, qui laisserait plus de place aux différences, alors qu'effectivement, une sorte d'envers du discours psychanalytique où on n'est pas en train d'essayer d'inclure le plus possible, on essaie de trouver le plus singulier, quoi. Maintenant, sur un autre point, quand même aussi, toujours sur cette idée de comment se fait-il que d'un côté on ait des évidences comme ça dans le milieu analytique qui ne sont pas entendues, il y a quand même aussi un autre point qui, moi, me semble concourir à complexifier la chose, c'est qu'il y a vraiment un truc de rencontre, par contre. C'est-à-dire que les textes de Judith
fleurs, les textes de Teresa de Portis sont des textes qui parlent à énormément de monde. C'est quand même très bizarre que le discours de la psychanalyse, si ouvert, soit complètement mal entendu, pas entendu, et que ces textes qui sont si apparemment, c'est votre hypothèse, si à côté de la plaque, au fond, rencontrent tant de succès. Quand même, ça c'est... Ah non. Non. Écoutez, si je voulais faire d'un succès de librairie, j'écrirais « Réussissez votre divorce ». Oui, bon, ouais. Donc, l'audimat n'a jamais été un bon argument. C'est pas une question d'audimat. Ah si, c'est une question de rencontre avec un texte. On peut se dire pourquoi est-ce qu'effectivement il y a des études qui se sont développées, par exemple, pourquoi est-ce qu'il y a des études gays et lesbiennes qui se sont développées? Pourquoi? Il faudrait faire presque une sociologie bien faite de ça. C'est-à-dire, quel est le désir, d'où ça vient? D'où ça vient cette histoire d'émergence dans le champ scientifique d'une nouvelle discipline appelée études de genre, donc, qui sont en gros des études quand même gays et lesbiennes. Voilà. Et puis après, alors, il y a le type qui veut, hop, ça va être études, je sais pas quoi, des immigrés, je sais pas quoi, postcoloniales, c'est ça. Et donc, voilà, donc on a comme ça des mouvements qui arrivent à se faire une place dans le champ universitaire et qui apportent du neuf. D'ailleurs, on aura la discussion avec Laurie Lefebvre, par exemple, qui apportent d'une certaine manière du neuf et qui s'en prennent logiquement, d'une certaine façon, aux vieux cons qui étaient là avant et qui n'ont pas répondu aux questions. Vous voyez, donc la question de la constitution des avant-gardes, c'est une question sociologique que je pourrais prendre de mille manières. Est-ce que... Alors voilà, ça c'est une manière, il me semble, de bien prendre les choses. Vous voyez, c'est pas de dire, bon, ils sont nuls, oui, très bien. Non, il y a effectivement la constitution d'une discipline de champ une universitaire foule qui se reconnaît absolument. Là, une petite foule. C'est une toute petite foule. Vous imaginez quand ces gens... Moi, il y a quelque chose qui m'a toujours amusé, c'est de dire que le bourgeois croit toujours que ce qui se passe pour lui se passe pour tout le monde. Là, on a affaire à d'extrêmes minorités. Pour les trans, par exemple, dont vous parliez, le type là c'est une extrême minorité. Et on parle du corps contemporain avec ça. J'ai le regret de dire que le corps contemporain, il ressemble beaucoup au corps du XXe siècle. Vous voyez, ça, alors, est-ce qu'on veut dire par là qu'il y a des nouvelles technologies qui formeraient, qui exciteraient le corps dans un point particulier, où il y aurait de nouvelles représentations, etc. Je veux dire, la femme à barbe, c'est pas quelque chose de très nouveau. Alors, on l'a. Et par contre, c'est l'Eurovision. D'un seul coup, ça passe à l'Eurovision, et vous avez raison, d'un seul coup, tout le monde applaudit ça comme enfin on a notre femme à barbe au plan de l'euro, de l'Europe, une européenne. Voyez, donc c'est comique, je veux dire, c'est à la fois, je ne sais pas, les Ariens grands-parents ou les vôtres qui allaient visiter ça dans les cirques, et aujourd'hui c'est le grand cirque médiatique et tout le monde applaudit, il y a un effet comique. Donc, je veux dire simplement, si vous voulez, tout ça, c'est qu'il y a un effet médiatique, un effet loupe, évidemment, si j'ose dire. Et que tout ça, vous voyez, non, le corps contemporain n'est pas celui-là. N'est pas ce corps, ça n'a rien de contemporain. Alors, il y a des transgenres, c'est pas nouveau non plus. Hein. Il y en a dans toutes les cultures, il y en a depuis longtemps, et tout ça est extrêmement classique. C'est-à-dire que vous avez je ne sais pas, vous avez une ethnologue qui travaille dans mon groupe, qui travaille au Yémen, en Mauritanie. En Mauritanie, ce sont des spécialistes de la production des transsexuels, par exemple. Il y a beaucoup de transsexuels. On se demande pourquoi. C'est comme ça. Donc toutes ces questions que découvrent nos Américains sympathiques, en hurlant que c'est super moderne, ben non, tout ça, je ne vois rien de nouveau dans tout ça, si vous voulez. Rien, mais rien du tout. C'est ça qui me... sans doute que c'est... Par contre, on en parle. Non, puis c'est rien de nouveau, c'est certainement dû à
manque de rigueur dans ma présentation. Non, je ne parle pas de votre travail. Je dis dans les symptômes, dans tout ça. Vous voyez, qu'est-ce qu'il y a de la production d'un nouveau corps? Vous voyez, je ne parle pas au contraire, votre intervention était très... Moi, ça m'a beaucoup plu parce que c'est très clair. Quand même, sur le ne rien ne change. Oui, c'est vrai que c'est ma pente. C'est votre pente? Oui, d'accord. Des pentes. C'est un petit côté quand même toujours très agaçant, c'est-à-dire, bon, pour quelqu'un qui a été formé en sciences sociales comme moi, je sais pas comment, on a toujours l'impression, il y a toujours quelqu'un qui vient vous sortir. Un, c'est plus compliqué que ça. Deux, t'as pas vu ça, ben non. Et il y a quelque chose de toujours moderne. En réalité, vous avez raison, c'est pas que tout est immobile, c'est pas que tout change non plus. Et c'est vrai que ce point de vue-là, ma position a toujours été celle de Bourdieu, de dire, bon, il y a des naïvetés postmodernes, il faut les écouter, il faut par contre constituer une sociologie bien faite de l'émergence des nouvelles avant-gardes intellectuelles, d'une certaine manière. C'est une nouvelle avant-garde intellectuelle. Donc on pourrait en faire une sociologie, une histoire, ce que vous avez commencé à faire d'ailleurs, avec une généalogie critique. Évidemment, je mettrai l'accent sur la critique. Voilà. Et sur la question du corps contemporain, je voudrais savoir ce qui est très contemporain dans ce qui est observé, si tu veux, si vous voulez, par ces courants. J'ai quand même l'impression à les lire que il y a pour nombre de jeunes, pour nombre de queer, une véritable revendication d'indétermination, de relativisation de la différence sexuelle, où il n'y a plus du tout cette boussole de ou bien. Là, il y a quelque chose quand même qui est... alors, peut-être que ça a toujours existé, c'est vrai, mais de le dire et de le revendiquer comme ils le font, je trouve que rien n'a changé, mais plus rien n'est pareil. Et au fond... vous savez bien, il faut que les choses changent pour que tout reste à sa place, etc. Oui. Donc, écoutez, dites-moi simplement, est-ce que, moi je comprends qu'il sait constituer une organisation, c'est une petite foule, ce que j'appelle une avant-garde, pourquoi pas. Et il formule des choses. Donc, ça c'est nouveau, puisque ça n'existait pas avant. Il n'y avait pas, après tout, le mouvement, oui, encore ça existait depuis longtemps aussi. Donc, ce que je trouve intéressant, ce que tu dis, Fabrice, ce que je voudrais entendre plutôt, c'est finalement Paul Béatrice, etc., c'est comment il rêve. Il faut bien vérifier que, ok, il y a toujours des apparences, je ne suis pas ce que je suis, etc., mais comment reste-t-il ou comment reste-t-elle? Et je me dis qu'il doit rêver comme moi, aussi mal, et agit par les mêmes contradictions, et là, la fameuse différence des sexes, elle opère, et que la guide d'analyse que pose la psychanalyse, elle n'est pas pour autant obsolète, même, tu vois, comment on rêve un sujet trans? Bon, il faut les rencontrer. Mais et sur l'histoire des avant-gardes, le problème des avant-gardes, c'est qu'il y a toujours une avant, quoi. Et quand même, c'est un discours constitué de dire que tout aurait démarré en 1970 à peu près, alors qu'il y a quand même il y a toute une il y a une homosexualité avant-garde naturellement, et si tous les psychiatres du XIXe siècle sont acharnés à... c'est un flot discursif quand même pour décrire la figure de la tante. C'est bien que ça se voyait, c'est bien qu'il y en avait, et qu'on pensait que ça allait contaminer le reste de la société. Donc il y a une visibilité qui est... Et il y a aussi des textes, Rafalovitch à Lyon, etc. Tous ces travaux-là existent aujourd'hui. Donc il y a donc avec des individus, savants ou non, qui se sont rapprochés en l'occurrence des médecins, pour évidemment, puisque c'était plus un crime, ça donnait une maladie, pour essayer d'en faire quelque chose. Et il y a une circulation dans l'Europe pour aller en Italie, pour aller à Vienne, pour aller à Paris, pour aller à Lyon, enfin bref, rencontrer donc, des lieux où ça se passait, où finalement il y avait autre chose qui se disait que
c'est un crime ou c'est une damnation ou que sais-je. Mais, et en même temps, j'ai lu ces textes-là aussi et je les trouve utiles aussi, parce que mine de rien, ça pique un peu quand même. Donc, mais c'est ça. Et ça pique un peu au sens que. Quoi Au sens quand même que évidemment, on parle toujours que la psychanalyse, c'est son autocritique, etc. Enfin, tout de même, il y a un certain nombre de textes de psychanalystes qui expliquent comment on peut hétérosexualiser un homosexuel, par exemple. Tout ça a existé. Oui, ça a existé. Enfin, voilà, évidemment, Anna Freud, d'accord. Voilà. C'est n'importe qui. Mais c'est la production de Freud lui-même. Sans doute. Il a produit une lesbienne. C'est quand même une réussite. Sans doute. Donc, tu vois, tout ça. Non, mais ce qui est nouveau, c'est ce mouvement. Ça, c'est nouveau. Il y a pas, le champ universitaire a bougé, sans doute. Donc ça, c'est nouveau. Après, tout le reste, bon, alors il y a eu, par contre, il y a des modifications aussi. Quand le sujet maintenant, il y a une autorisation à changer de sexe. Donc, quand même, pour les ça, transgenres, ça c'est nouveau. Mais évidemment, ça, quand même, ça c'est nouveau. Vous me demandez ce que c'est le contemporain mais je du corps, dis, c'est quand même des choses étonnantes. Ça c'est très nouveau, parce qu'il y a un appui sur la science, on va dire, bon, et sur l'état. Sur la loi. Oui, voilà. Et donc, il y a des modifications morphologiques de la société qui existent. C'est ça qui a permis, disons, que les transgenres puissent rentrer dans la logique de changement d'identité, opération, donc modification du corps, etc. Ça, filiation aussi. Filiation. Même les homosexuels, c'est la première fois, au fond, dans l'histoire de l'humanité, qu'il y a le mariage possible entre sujet homosexuel avec filiation. Donc c'est plus. Donc s'il y a une critique à faire, on peut y dire à Lévi-Strauss, bon bah voilà, une société qui ne fonctionne plus uniquement sur l'échange des femmes, puisqu'il y a des hommes qui se passent d'échanger des femmes pour créer des familles, des filiations, etc. Donc on est bien dans des. Donc il faut bien penser une modification de la loi de formation des sociétés selon Lévi-Strauss, puisqu'aujourd'hui c'est plus tout à fait le cas. Donc oui, peut-être de manière encore mineure, mais c'est quand même massif, que ce ne sont plus seulement les mâles hétérosexuels qui font les lois. Ça a été, pour le Pax, etc., les mâles homosexuels. C'est l'inverse, je vous l'ai dit. Voilà. Donc la question du désir homosexuel, ce que j'ai appelé la solution sociale du désir homosexuel, je ne sais pas si c'est un bon terme, a changé, sans aucun doute. Ça n'empêchait pas 5 siècles avant Jésus-Christ, les intellectuels grecs de s'adonner à une gentille homosexualité qui a fourni quand même la culture occidentale dans laquelle on se trouve. Donc, vous voyez, donc ce qui est nouveau, oui, il y a du nouveau, et ça c'est du nouveau sérieux, je dirais. C'est du lourd, ça. De dire, par rapport à Lévi-Strauss, de dire, bah non, voilà une société qui ne fonctionne pas comme ça. Pas toute la société, un fragment même restreint. Il va falloir qu'on l'explique. Il va falloir qu'on explique comment ça fonctionne, quels sont les effets que ça produit, etc. Il y a eu la grande angoisse de la France bleu, blanc, rouge qui est descendue évidemment contre le mariage gay, parce qu'il y a quand même l'idée, avec ça, de la scène primitive homosexuelle. C'est quand même quelque chose qui fait peur à nos hétérosexuels. Ils ont déjà peur de la scène primitive comme telle, c'est déjà un truc angoissant. Si en plus vous leur dites, non mais attends, en plus ta mère était un homme. Bien. Ce qui est l'histoire de la psychanalyse. Hein. Oui, non, c'est Freud et Fliss. Voilà. C'est pour ça, parce que la scène primitive de la psychanalyse est une scène homosexuelle. Voilà. Donc j'insiste là-dessus depuis des siècles, pour expliquer qu'effectivement, non, la psychanalyse ne vient pas d'un vieux type qui aurait écouté des hystériques, etc. C'est deux homosexuels qui parlent entre eux des femmes. Voilà. Et cette longue conversation homosexuelle, alors si vous voulez, Freud queer, Fliss queer,
Alors, bon, en gros, mais au fond, ce sur quoi vous pouvez peut-être, peut-être je pense que c'est une question forte pour un certain nombre d'entre nous, qui avons choisi l'homosexualité, c'est, au fond, qu'est-ce que ça change, et la psychanalyse en même temps, qu'est-ce que ça a changé pour vous, quelles sont les conséquences de votre déclaration, vos performances, voyez, qu'est-ce que ça... Alors, expliquez-nous un peu, si vous pouvez dire quelque chose sur les conséquences. Je sais pas, sur les conséquences, il n'y a pas de conséquences immédiates, directes. Je ne me suis pas transformé du jour au lendemain après cette performance. Je pense que c'est plus... je peux vous lire Non, mais j'aimerais quelque chose de plus personnel. Oui, parce que... lire... Ou dans la relation aux autres, par exemple... Oui, dans la relation aux autres et de voilà. manière très personnelle, moi je pense que je suis tout à fait... oui, je vais essayer de dire quelque chose. C'est pas facile, c'est très personnel quand même de dire quelque chose. Oui, là-dessus. Mais vous avez bien cherché aussi. Ouais, mais, dites aux autres de le faire. J'aimerais comprendre pourquoi. Moi, j'ai l'impression que je l'ai fait, et je le fais, parce que ça me semble incroyable qu'il y ait encore une sorte de gentil petit secret de polichinelle autour de ça dans les sociétés analytiques. Et je l'ai fait pour être en adéquation avec mon désir. Et je l'ai fait parce que je le fais, parce que il me semble que ça implique, bon gré mal gré, mais ça implique une sorte de déplacement des enjeux de pouvoir. C'est-à-dire que si je ne le dis pas, il y a quand même, vous n'avez pas besoin de dire que vous êtes hétérosexuel. Parce qu'il y a quand même, encore aujourd'hui, au XXIe siècle, dans la société contemporaine, un immense présupposé d'hétérosexualité. Vous allez chez le boucher, pensez qu'il est hétérosexuel, vous allez chez votre médecin, pensez qu'il est hétérosexuel, vous allez chez votre coiffeur, bah là, déjà... Mais c'est vrai, il y a quand même c'est comme ça. Et donc, effectivement, moi, en le disant, je pense que de manière très, très personnelle, et voilà, je me sentais juste de dire quelque chose où mon désir est en jeu et que je me sentais en adéquation avec mon désir en tant que sujet animé par mon désir. Donc, voilà. Il me semblait quand même que si on prend en compte cette histoire de secret et de vilain petit secret, comme elle peut le faire dans l'épistémologie du placard, dans une généalogie foucaldienne, au fond, elle explique que de ne pas savoir, de ne pas dire, de ne pas le déclarer, il y a quand même une sorte de rapport de pouvoir qui s'inscrit. C'est-à-dire qu'on a le droit de ne pas savoir certaines choses, et il y a d'autres choses qu'il faut absolument savoir. Et du coup, tout son travail, toute sa réflexion, c'est d'essayer de montrer à quel point, si on veut que ça soit tout à fait normal, c'est-à-dire que tout le monde... Pourquoi tu me le dis, mais ça ne m'intéresse pas de le savoir, tout le monde s'en bat les couilles, en fait, de le savoir, pour être un peu... Oui, mais c'est pas vrai. Exactement, c'est pas vrai. Ah, non. Donc, tant que je ne le disais pas, je trouvais que c'était resté dans cette espèce de halo silencieux où il aurait fallu, comme ça, ne pas le dire ou bien laisser sous-entendre. Voilà, au moins là c'est dit, et maintenant, au travail. C'est-à-dire que ça ne change absolument rien. Je ne le dis pas à mes patients, bien sûr. Les patients n'ont pas à savoir quelle est... Enfin, c'est aberrant, mais en revanche, je trouve que de prendre, comme il me semble, la plume, et d'essayer d'avoir une position éthique, et dans cette position éthique, le fait de ne pas faire de différence entre homo ou hétéro, ça me semblait vraiment très important de pouvoir le mettre noir sur blanc, le publier, le faire savoir, parce qu'il y a un enjeu non seulement éthique, mais aussi un peu, oui, de pouvoir politique, vraiment. Alors après, peut-être que je vais payer très cher et que... voilà, non, mais je pense que ce silence vraiment institutionnel aussi, enfin pour être tout à fait clair, dire, pour Lacan, il y a une passe,
sens. La phase d'un analyste homosexuel n'a absolument jamais eu lieu en 40 ans. C'est quand même... Mais enfin, là, vous savez bien que la passe est un échec. Sans doute, la passe est... Pourquoi il a dissous ça, parce qu'il espérait effectivement de mettre en place un dispositif qui se déposerait un savoir sur les fins d'analyse. Alors, on peut poser la question des fins d'analyse en fonction du choix d'objet. Est-ce que ça modifie ou pas le choix d'objet? L'idée, c'est que non. C'est qu'avec de l'homosexuel, vous ne faites pas de l'hétérosexuel. Et inversement, probablement, avec de l'hétérosexuel, on ne fait pas toujours non plus un homosexuel. Ouais. Voilà. Donc, ça veut dire que, vous voyez, donc ça n'a pas l'air, il semble admis, mais on peut en discuter, il semble admis, et pourtant, la fin de l'analyse modifie la jouissance du rapport au corps. Voilà. On en est moins encombré. Donc ça modifie. Oui, ça allège certainement, effectivement. Donc la question, on pourrait très bien imaginer qu'il y ait une modification de la jouissance du corps et de ses modes de déclenchement, parce que au fond, voilà, je me répète, la jouissance est toujours un peu pareil. Très bien, mais ce qui peut bouger, c'est le déclenchement. C'est ce qui se passe dans un lit ou je sais pas quoi, bon, voilà, ou n'importe où, je ne sais rien, dans les ordinateurs. Donc on a cette modification des jouissances, et pourtant, dans les fins d'analyse, et pourtant celle-ci semble admis, et en plus, il semble progressiste, de dire qu'il n'y a pas, qu'on ne fait pas, qu'il n'est pas question que ce soit un but de la psychanalyse avec un homosexuel d'en faire un hétérosexuel. Naturellement, puisque le sujet ne se plaint pas d'être homosexuel le plus souvent. Donc on ne se plaint pas de ça, il se plaint de la manière dont ça s'est passé, etc. Et puis il se plaint de tout ce dont les autres se plaignent. Bon, très bien. Donc ça n'y crée pas, ça n'a rien de... Ce n'est pas une... C'est rarement une demande. Alors, ça l'a été. Ça l'a été. Contestablement. Demandez pardon, demandez proche, non, remettez-moi ça. Non, tout ce que vous voulez. Mais évidemment aujourd'hui... Donc je pense que c'est une des raisons pour lesquelles on considère que, très généralement, qu'une analyse peut être terminée naturellement, sans qu'il y ait un accès ni à cette jouissance hétérosexuelle qu'on a imaginée à un moment donné en termes de dons réciproques, etc., pas plus qu'avec l'idée de produire une... Alors, la question c'est qu'est-ce que ça change dans le transfert, par contre? Parce que vous me dites, moi j'en parle pas à mes patients, très bien, mais eux, vos patients peuvent en parler. Et vous voyez, c'est vrai que ça change dans le transfert quelque chose peut-être, je ne sais pas, c'est à vous de me dire, mais enfin on peut en parler de manière un peu plus générale, parce qu'on a tous des expériences. Voilà. Dans le transfert, si vous imaginez que vous faites... Alors on peut imaginer qu'il y ait des sujets homosexuels qui ont fait ce choix, le même choix que vous, qui viennent vous voir justement pour ça. Oui, tout à fait. Donc il y a une logique. Ils ne viennent pas me voir justement pour ça. Et ils viennent me voir parce qu'ils ont fait des expériences désastreuses avant. Oui, sûrement. Et en tous les cas, je vais dire... ça était vraiment voilà. Très problématique. Donc voilà un effet, une conséquence. Ouais. Une conséquence de dire je suis homosexuel et donc je suis prêt à vous entendre parce que l'autre suppose que vous connaissez la musique, quoi. Voilà. Et donc que vous n'allez pas le surplomber d'un point de vue négatif. Tout à fait. Bon. Même si après dans les faits ça ne change pas vraiment, parce que je veux dire, c'est pas parce que ça c'est majeur. Oui, dans le transfert, pour le nouage transférentiel, voilà, il faut bien que vous êtes supposé au savoir ce qui ne va pas pour un sujet homosexuel. Bon. Et en plus vous êtes supposé avoir traversé ça en analyse. Donc vous êtes doublement supposé savoir. Alors, ça pose des tas de questions, toutes ces suppositions de savoir qui s'éliminent au fur et à mesure dans l'expérience, bien sûr. Parce que si vous voyez,
on n'imaginerait pas, au fond, une foule d'analystes homosexuels. On a des lacaniens, on a des freudiens, on n'a pas les homosexuels en plus. Je ne sais pas, des cléniens. Ou des noirs. Hein. Qu'est-ce que ça serait quelque chose de... Alors là, oui, ce serait vraiment très préoccupant. Donc, cette question de la constitution de la foule analytique et de cette supposition de savoir qui crée le transfert, je crois que ce n'est pas anodin que vous annonciez la couleur comme vous le faites. D'abord, ça relève de vous, mais ça relève aussi d'un effet de transfert produit dans le champ, et qu'il est important qu'on puisse en parler. Voilà, parce qu'il y a il y a des lacaniens qui veulent faire des lacaniens militants, il y a des homosexuels qui veulent faire des homosexuels militants. Ouais, aussi, ce serait possible. Donc la question à chaque fois se pose, chacun. Voilà. Donc ça, moi, il me semble que ce n'est pas banal. Et si vous n'avez pas déclaré à votre patient, parce que qu'est-ce qu'ils veulent les analysants? Quand même, souvent, ils veulent savoir qui vous êtes. Ils veulent savoir, et ils se débrouillent pour aller sur Internet, etc., pour rôder auprès de chez vous, pour voir la taille de votre compagnon, de votre compagne, si vos enfants, si vous êtes bien nourri, etc. Enfin, c'est ça, l'analysant se préoccupe de l'analyse de la personne. Donc, vous voyez, donc il y a des sujets, il y a des analystes homosexuels qui peuvent être terrorisés à l'idée que leurs patients puissent découvrir leur homosexualité. Alors que vous avez raison, si un analysant découvre que son analyste est hétérosexuel, il fera la gueule parce que, bon, surtout si c'est une femme, il a mauvais goût, c'est pas la bonne femme, mais enfin, il ne fera pas. Donc, il y a, vous voyez, donc il y a une. Enfin, je crois entendre aussi quelque chose de supplémentaire comme habitude de ne pas dire. Mais de ne pas dire, c'est toujours la possibilité d'être dévoilé. Et le sujet qui ne dit pas, donc tout ça n'est pas, je crois, n'est pas à traiter comme ça en banalisant. Pas vrai. Enfin, il ne me semble pas. En tout cas, pas toujours. Peut-être des analyses qui passent ça très loin. Et donc, ça change le rapport au transfert, au secret, à la jouissance. Enfin, ça change parce que le choix homosexuel n'est pas le choix hétérosexuel. Et que c'est pas pareil. Quoi qu'on dise, ce n'est pas pareil. Je peux juste lire un petit extrait de l'épistémologie de Bacard, page 71. Ne demandez pas, mieux vaut ne pas savoir. Ça n'est pas arrivé, ça ne change rien, ça ne signifie rien, ça n'a aucune conséquence interprétative. Cessez de poser ces questions, arrêtez sur le champ. Nous savons à l'avance ce qu'entraîne l'évocation de cette différence. Ça ne change rien, ça n'a pas de sens. Les projets de censure les plus ouvertement répressifs, tels que l'opposition, blablabla, la mobilisation de puissants mécanismes de secret de polichinelle tendus parfaitement conformes à la connaissance lisse et méprisante du snob et du faux snob. Je trouve que c'est vraiment très très juste. Exactement ça. C'est-à-dire que c'est très juste. Un homosexuel, ce n'est pas un hétérosexuel. Et autant le savoir. C'est pas la peine de faire comme si c'était pareil, tout ça, non. Et donc, c'est parfaitement bien formulé. La question est de savoir ce que ça produit dans le champ analytique, dans l'expérience des cures et dans l'expérience de la foule analytique. Absolument. Tout ça reste effectivement à construire parce que c'est quand même un pan de l'histoire analytique qui est un petit peu on va dire en mineur, quoi. Enfin, pas formulé, même pas formulé. Non, qui n'est pas construit. Alors, des questions? Oui. Oui. Je me demandais
active face à une position féminine et dite passive, je me demandais si finalement, non pas la question de l'homophobie, mais la question plutôt d'être mise à la marge que peuvent connaître et les femmes, mais donc aussi les homosexuels, les trans, les noirs, finalement tout ce qui n'est pas un homme blanc, occidental, hétérosexuel, finalement est-ce que c'était pas de ça dont il était question, notamment dans ces petites foules qui venaient un peu revendiquer leur présence ou leur existence, et donc finalement, quand j'entends Fabrice un peu développer finalement cette clinique queer, est-ce que c'est pas dire à la psychanalyse, oui nous sommes partout, alors bon après c'est une interprétation, c'est où que ça regarde, mais oui nous sommes partout, et on peut même être aussi présent dans ce discours, ou en tout cas dans la pensée analytique, à savoir, il y a eu peut-être à une période de l'histoire ou de la construction de la pensée analytique, un moment donné de différenciation, notamment donc basée sur la question passive-active, et en fait, peut-être qu'on peut être mis à la marge à un moment donné, mais toujours actif, finalement, que ce soit en tant qu'homosexuel, que ce soit en tant que femme, que ce soit... voilà, et finalement, appartenir à... Enfin, être vraiment présent dans la pensée analytique pour, justement, nommer peut-être le symptôme de la psychanalyse, ou je ne sais pas si c'est un symptôme de la psychanalyse, enfin, je ne sais pas trop comment vous pensez ça, mais voilà, c'était une question que ça me posait un peu... Oui, enfin, il y a l'idée que, si vous voulez, le couple d'opposition freudien, c'est homme-femme, c'est actif-passif. C'est quand même de base. Donc, on peut être un homme et passif. Vous savez, on peut être une femme et active. Donc tout ça, évidemment, c'est... Alors, quand on parle... Là, vous avez mélangé un peu tout. Alors, il y a les homosexuels. Mais non, parce que la psychanalyse, c'est un homme blanc, occidental, hétérosexuel. Non, c'est pas ça. Actif, passif, c'est une l'origine. Je veux dire, quand vous prenez, y compris, vous rassemblez dans cette foule différenciée, hommes, femmes, etc., pour ramasser, vous ajoutez les noirs en plus, alors là, je ne comprends plus rien. Je veux dire, ça devient complètement, vous voyez, ça n'a aucun sens, tout simplement. Alors moi, je suis tout à fait favorable à ce qu'il y ait une clinique queer. Mais allez-y, produisez une clinique queer. Je suis favorable à ce qu'il y ait une clinique. Alors, on ne sait pas très bien ce que c'est. Est-ce que c'est une clinique produite par des analystes queer? Est-ce que c'est une clinique qui parle des sujets queer? Je ne sais pas. Est-ce que c'est une clinique analytique? Est-ce que c'est une clinique... de quoi on parle? Enfin, on ne sait plus de quoi on parle. Dans tout ça, c'est un grand bazar. Ce sur quoi, en tous les cas, on peut s'accorder, nous, maintenant, ici, et partager comme expérience, c'est ces difficultés subjectives, disons, que peut avoir un choix qui est fait pour l'homosexualité, et pour le dire dans le champ analytique, ça transforme les choses. C'est pour ça que moi je crois que ça c'est le point le plus... Mais c'est le point le plus personnel. Oui, mais c'est le point le plus personnel, et c'est le plus singulier, c'est le plus brûlant, et c'est le plus intéressant. Oui, certainement. Vous voyez? Parce que ça engage le sujet. Pas la question de dire, oui, tous pareils, ben non. Évidemment, si tout le monde était pareil, ben on ne serait pas différent. Donc tous pareils n'a jamais rien dit à personne, et il faut travailler dans la logique structurelle des différences. Position différentielle. Et je crois que ce qui est apporté là, moi ça me paraît très précieux. Je vous encouragerais volontiers de continuer à développer. Vous voyez, il y a quelque chose qui soit une prise de position dans le champ analytique de votre activité d'analyste, qui peut être homosexuel, qu'est-ce que ça change, etc. Encore faudrait-il constituer un dossier bien fait avec un psychanalyste qui n'est pas homosexuel et voir les différences.
Qu'est-ce que ça change, vraiment? Donc, tout ça, c'est à découvrir et probablement découvrir. Juste, si on a la possibilité de pouvoir émettre cette hypothèse-là de construction d'un champ comme ça, d'une clinique à venir, queer, que ce soit pour ces sujets qui sont quand même ces corps contemporains qui sont transformés et qui, d'une manière ou d'une autre, vont se retrouver sans doute peut-être face à l'expérience d'une cure ou de la rencontre avec un chantier d'une part, d'autre part pour nous, enfin en tout cas ceux qui comme moi sont homosexuels et assument ce choix et le revendiquent et le disent dans le milieu professionnel, cette possibilité-là de pouvoir se dire ces choses-ci à ce moment-ci devant un groupe constitué d'une petite foule, je ne suis pas certain que ce soit grâce exclusivement aux textes psychanalytiques que c'est possible. Je pense que pour le coup, ces auteurs-là, ces textes-là, qui ont mal lu Lacan, qui ont mal lu Freud, qui ont mal lu la psychanalyse, qui disent des évidences, qui font des portes ouvertes, ont rendu au moins possible cette configuration-ci. Et ça, je trouve que c'est vraiment un grand mérite quand même. C'est pour ça que je trouve qu'il y a toujours cette tendance chez les psychanalystes qui comptent, on va dire, et qui ont la bouteille, et la clinique, et qui un peu déviant, voilà. Il y a quand même cette tendance à comme dire, allez, c'est pas ça la psychanalyse. C'est pas du tout ça, mon point de vue. C'est très bien. Vous assumez votre position particulière, vous voulez le dire, vous avez annoncé qu'il y avait des conséquences, parfait. Alors, maintenant, il faut les énoncer clairement. Et pas seulement pour vous. Si vous voulez, ce que j'entends, mais il y a aussi, et je vous le dis, vous le savez, il y a des analystes homosexuels qui n'ont aucun désir de déclarer publiquement leur homosexualité, et je répète qu'ils sont terrorisés par l'idée que ça pourrait bien se savoir. Qu'il n'ait pas le désir de le dire, à la limite, ça les regarde, je m'en fous. Pas obligé de le dire. Qu'il soit terrorisé, en revanche, à l'idée d'être surpris ou découvert, ça, pour le coup, je trouve ça très triste. Très problématique au XXIe siècle. Oui, mais l'humanité est triste, si vous Oui, voulez. Vous n'allez pas obliger quelqu'un à se déclarer. Non, je dis certainement pas, mais c'est quand même, ça signe quand même une sorte de violence ou de malaise ou de malaise, pas du tout chez la personne, mais dans la civilisation, pour le coup. Et chez le sujet lui-même. Le malaise du sujet et à voir avec le malaise dans la culture, naturellement, puisque c'est pareil. Et deux choses. Le nombre de militants d'acteurs dont Emmanuel Cos a été président, c'est commencé 35. Voilà. Voilà le nombre de militants d'acteurs. La deuxième chose, est-ce que vous avez une idée 35 aujourd'hui. 35 aujourd'hui, c'est 35 aujourd'hui. Pour l'appareil c'est un groupe finissant. Non, Il y a d'autres groupes, il y a longtemps, on n'était pas 35. L'année dernière ou il y a 2 ans, c'était ça. Bon, et la deuxième chose, c'est dans les années 70, chez les Américains, c'était quand même le Marcuse et le freudo-marxisme. Comment est-ce qu'on est passé du freudo-marxisme qui était aussi un truc de minorité, comment ça a basculé sur ces mouvements queer? À mon avis, il y a une unification. Oui, tout à fait. Zaretsky le reprend dans l'historique du bouquin où il explique effectivement que le freudo-marxisme, Marcuse ont effectivement joué un rôle dans cette prise en charge, ces utopies du sujet qui donnent, qui sont un peu le terreau de ces reprises-là aussi. C'est-à-dire que c'est une histoire au long cours qu'il faudrait faire. Réduit, excusez-moi, mais bien sûr qu'il y a une construction sur un déroulé comme ça, dans lequel, bien sûr, le freudo-marxisme et Marcuse sont très clairement un terreau qui permettent. Oui, bien sûr, c'est sous-jacent à ça. Oui, tout à fait. Le gros problème des États-Unis, c'est qu'ils n'ont pas connu le structuralisme. Ils sont passés directement au postmodernisme. Ils ne connaissent rien. Voilà. Donc, évidemment, ce qu'ils appellent la French Theory, un truc tout sauf Lévi-Strauss. Aucun structuraliste.
Donc du coup, ils sont totalement de Barthes est quand même un peu... Oui, pour les enfin, ils Foucault, sont quand même... Foucault n'était pas vraiment un structuraliste. Mais ils sont de ce point de vue-là. Mais c'est vrai que, en 66, quand il y a ce fameux colloque à Johns Hopkins University où il y a Derrida, Barthes et Lacan justement qui débarquent à Baltimore, c'est sûr qu'ils sont là pour faire un état des lieux du structuralisme, et ce qui se passe, c'est la naissance du post-structuralisme, Voilà. très clairement. Donc il y a des bouquins qui sont bien faits là-dessus, effectivement. Donc il faut faire l'histoire de la généalogie aussi du champ intellectuel aux États-Unis. C'est tout ce qu'on prend aujourd'hui, avec les théories de la société liquide, et chez Pétain, bon, toute cette espèce d'essayisme anglo-saxon. Voilà. Oui. Non, c'est dans la lignée. Ma question, c'est que je ne comprends toujours pas la logique de cette petite foule. Comment elle veut extraire la psychanalyse de cette logique du bio-pouvoir dont a parlé Foucault, par exemple, en disant que la création d'une identité va inévitablement opérer dans le sens d'une normativité, là en l'occurrence de l'hétérosexualité. Pourquoi on veut exclure la psychanalyse et les psychanalystes de cette logique-là? Pourquoi ils veulent avoir une reconnaissance de la part de la psychanalyse, si je simplifie les choses? Enfin, il n'y a pas question d'avoir une reconnaissance. Il y a une logique d'inclusion comme ça, avec une hiérarchie, une idée d'hiérarchie. Il y a l'idée effectivement d'être reconnu pour ce que l'on est, sans qu'il y ait une stigmatisation, une pathologisation, c'est plus ça. Maintenant, effectivement, il y a une dimension foucaldienne dans le discours des queers qui est très présente et qui est très précieuse, selon moi, et qui, mais de nouveau, est-ce qu'on peut lire Freud et Foucault à la fois, quoi. Oui, ils le disent. Il y a un auteur qui parle d'un Foucault. Vraiment, il fait cette condensation de Freud avec Foucault. C'est bien formulé. Oui, Kevin. Oui, je pensais à un jeune patient avec qui je reçois depuis quelques temps maintenant. Il a 15 ans. Il a eu ce moment où il m'a parlé de son entrée en BEP où il n'y avait que des garçons. Et donc il a eu cette idée qui lui est passée par la tête de comment je vais faire pour ne pas devenir homosexuel. Et il m'en parle, il parle d'une amie à lui qui est lesbienne. Et arrive cette image, il dit mais si dans le cinéma hollywoodien il y avait des homosexuels, mais des super homosexuels, des homosexuels qui en jettent, qui font de l'action, ça au moins ce serait bien pour l'image des homosexuels. Lui il parlait de la couleur noire, il dit il y a des héros noirs, mais pourquoi il n'y a pas de héros homosexuels? Et il dit ah oui mais s'ils s'embrassent tout de suite là ça va être chaud. Et il dit par contre des lesbiennes qui s'embrassent, si elles sont belles ça va. Et là il a un moment de terreur, il me regarde et il dit mais vous n'êtes pas homosexuel. Et là voilà, il y a ce moment de terreur où il dit mince, j'ai dit le truc, alors je l'ai laissé en plan sur cette question bien sûr. Ah bah non, je lui ai dit, alors il fait mais vous allez me répondre un jour et la prochaine fois, et j'ai fait à suivre bien sûr. Et alors ça a été terrible, mais bien sûr la non-réponse vient à un point précis. T'as un blouson de cuir? J'avais pas mon blouson de cuir. Mais c'est ce que je disais à Lionel tout à l'heure, c'est moi ma seule terreur c'est que les patients ne prononcent pas. Voilà. Peut-être une psychanalyse discrète. Voilà, C'est une vision de quelque chose. c'est qu'on pense très fort. Ah ouais. Skater et psychanalyste. Je suis skater. Bon,